Bonjour à tous. Bonjour à tous, diplomates du Mounel 2024. J'espère que cette première journée s'est bien passée, que vous avez réussi à parler anglais, à comprendre ce que votre voisin vous racontait et aussi à former des alliances. J'espère surtout que vous avez réussi à émouvoir, à convaincre et à oser porter votre voix. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous avez encore toute la journée de demain pour oser rebattre les cartes. Pour ceux qui ne m'auraient pas encore rencontrée, je me présente, Clara Lenoir, je suis présidente de l'association EDEC Nations Unies qui a organisé pour vous ce Mounel 2024. Alors ce soir, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir un grand diplomate, un diplomate de renom, pour qui, en paraphrasant un ancien président de la République, il était écrit qu'il serait diplomate. Je ne vous parle pas d'un diplomate qui a participé au Mounel, quoique cela aurait été avec plaisir. Non, je vous parle d'un diplomate qui fut secrétaire d'ambassade à Washington, consul général à Los Angeles, conseiller diplomatique du Premier ministre Lionel Jospin, ambassadeur de France en Grèce, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à Genève, puis à New York en siégeant au Conseil de sécurité, secrétaire général adjoint des Nations Unies au Pakistan, ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, ambassadeur de France en Russie et ambassadeur de France en Chine. En 2016, François Hollande l'a élevé au rang d'ambassadeur dignitaire de France, la plus haute distinction diplomatique française. Fervent défenseur des droits de l'homme, combattant pour l'humanitaire, son parcours a été riche en événements. Il fut chargé de l'aide humanitaire au moment de la guerre de Bosnie des années 90, envoyé spécial de l'ONU au Pakistan au moment des catastrophes naturelles en 2005, ambassadeur à Moscou au moment de l'annexion russe de la Crimée ukrainienne en 2014. Bref, ce grand diplomate a tout simplement vécu de l'intérieur les grandes crises de ces 30 dernières années. Monsieur l'ambassadeur de France, comme vous l'avez écrit dans votre livre, vous attachez beaucoup d'importance à parler, à vous exprimer aux jeunes générations. Voici devant vous 615 lycéens accompagnés de leurs professeurs, impatients de vous écouter et de vous questionner. Accompagnés d'Antoine et de Guillaume, merci d'applaudir bien fort Monsieur l'ambassadeur Jean-Maurice Ripert. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux pour notre conférence. Merci surtout monsieur l'ambassadeur, monsieur Ripert, d'avoir accepté notre invitation et d'être ici parmi nous pour nous livrer toute votre expérience durant ces années de diplomate. Tout d'abord, peut-être que vous avez un petit mot à adresser à nos lycéens, nos professeurs. Merci, je voudrais déjà remercier Clara, la présidente, de m'avoir convié, à vous tous. Je vous remercie tous évidemment d'être là ce soir parce que, comme l'a expliqué Clara, aujourd'hui je suis à la retraite. Je préside l'Association française pour les Nations Unies en tant que bénévole. C'est une association d'utilité publique dont l'objectif est de promouvoir les Nations Unies, la charte, le droit international, les droits humains. C'est vous dire combien c'est difficile, mais c'est vous dire aussi combien j'ai foi dans ces Nations Unies, combien j'y crois malgré la difficulté des temps et combien il me paraît important d'échanger avec les plus jeunes, avec les plus vieux aussi. Je suis surtout également très heureux d'être ici aujourd'hui puisque
j'ai eu la chance, ou plus également mon fils a eu la chance de suivre le cursus de l'EDEC il y a une vingtaine d'années, et donc il m'en a beaucoup parlé, je sais qu'il en a été très heureux. Et donc je dis aussi merci à l'EDEC de lui avoir permis de devenir ce qu'il est devenu. Voilà, merci à tous. Merci Monsieur Ripert. Merci à vous. Alors, Alors pour commencer, nous, on a posé pendant cette journée 2 questions à nos lycéens. Donc, la première, qui était peut-être un peu plus triviale, sur le nombre de langues qu'ils estiment qu'un diplomate doit savoir parler pour exercer. Donc on va voir le résultat du sondage. Et la deuxième question, on va tout découvrir d'un coup, la deuxième question qui était de voir selon eux quel est le mot qui définit le mieux le métier de diplomate. Et on leur avait proposé 4 mots: négociation, réception, discours et présence sur le terrain. Et donc on va découvrir ensemble le résultat du sondage. Alors, c'est la première question sur combien de langues est-ce que doit parler un ambassadeur. Alors, il y a presque une majorité pour 3 langues. Combien est-ce que vous en parlez? Et combien est-ce qu'il faut en parler? Combien j'en maîtrise? Si je suis très honnête, 2. Mais j'ai appris au cours de ma vie des bribes, des langues d'à peu près tous les pays où j'ai servi. Ça veut dire que je n'en parle aucune. J'en massacre quelques-unes, le grec, le turc, le chinois, le russe, mais très honnêtement, l'allemand. Mais ce qui est vrai, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est vrai. Dans le monde diplomatique, il faut évidemment maîtriser complètement l'anglais, ça c'est clair. L'anglais, et j'ai envie de dire le nations-unien, qui est une langue un peu bizarre, qui est à l'anglais ce que le bruxellois est au français, le bruxellois au sens de la Commission européenne, c'est-à-dire cette espèce de novlangue bizarre, pleine d'acronymes. Mais c'est vrai que quand on maîtrise complètement l'anglais et qu'on parle français, plus en général des bribes d'espagnol, on se débrouille à peu près dans le monde entier. La réalité, le français reste une langue diplomatique, il faut le savoir. On ne peut pas devenir diplomate en Grèce aujourd'hui si on ne parle pas français. Et nos amis allemands nous font honte parce que la quasi-totalité des fonctionnaires allemands parlent français. J'en suis un bon exemple. Je parlote l'allemand, mais enfin, je ne le maîtrise pas. Mais plus on en parle, mieux c'est, évidemment. Et le nations-unien, comme vous en parlez, c'est quoi? C'est du franglais ou c'est un dire sans dire? C'est un mélange, vous savez ce qu'on dit, les Anglais et les Américains sont 2 peuples que tout rapproche sauf la langue. C'est une espèce de mélange d'anglais, d'américains et puis d'expressions toutes faites. Je prends toujours le même exemple, la résolution qui a autorisé l'intervention des Nations Unies en Libye en 2011 employait l'expression, appelle les États membres à intervenir by all necessary means, par tous les moyens nécessaires. Tout le monde sait que dans un langage Nations Unies, ça veut dire par le recours à la force. Mais on ne l'écrit pas, parce que c'est honteux de dire qu'on fait appel aux militaires. Donc on parle, voilà, donc il y a des expressions toutes faites comme ça qu'il faut maîtriser. Alors on va voir la deuxième question. Que nous ont-ils répondu? Eh bien, à une immense majorité, j'ai envie de dire, le mot qu'ils associent en premier au métier de diplomate, c'est négociation. Pas beaucoup sur la présence sur le terrain, pourtant on y reviendra, mais je sais que c'est très important à vos yeux. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette réaction des lycéens? Je crois que moi, j'aurais pas utilisé le mot négociation dans le questionnaire, d'ailleurs, mais j'aurais peut-être utilisé dialogue ou ouverture ou tolérance. Mais si une négociation veut dire ça, alors je pense qu'ils ont raison. La première vertu d'un diplomate, c'est l'écoute, la compréhension, la capacité à échanger, ce qui veut dire à se répondre. J'ai été frappé dans plusieurs moons. Il vous reste une journée pour ceux qui continuent demain, où trop souvent, les délégations prennent la parole, disent ce qu'elles ont à dire, une autre délégation dit quelque chose de différent, et la première délégation reprend la parole pour répéter la même chose. Et ça, c'est de l'écoute, c'est bien, mais ce n'est pas de la négociation. La négociation, c'est de progresser, c'est de chercher le compromis. Donc peut-être le mot compromis aurait pu exister aussi pour caractériser le... Mais c'est bien d'avoir mis la présence sur le terrain et fait un score honorable quand même.
Et en ce qui concerne les réceptions, les discours, on va dire ce qui est plus mondain, ça prend quelle partie de la vie d'un ambassadeur? Oui, sauf que les réceptions, c'est tout sauf mondain. Dans les films, c'est mondain. Mais dans la réalité, c'est complètement différent. Je donne des exemples, je crois, dans mon bouquin. Je vous le recommande d'ailleurs, pardon, hein, comme ils ne l'ont pas fait. C'est beaucoup moins cher sur Kindle, hein, je vous signale. Ça y est, c'est sur Kindle. Donc j'explique. Quand j'étais ambassadeur à Moscou, alors évidemment, la période était difficile. C'était après l'invasion de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée en 2014. Mais pendant 4 ans, c'était petit déjeuner de travail, rencontre l'après-midi, cocktail pour promouvoir des produits français, dîner de travail et parfois soirée culturelle. C'est tout sauf de l'amusement. Je sais que ça paraît bizarre, mais moi je peux vous dire que ça fait très très longtemps que je ne bois plus une goutte de champagne. Voilà. Je sais que c'est idiot de dire ça, mais c'est la vérité. C'est du travail, les réceptions, parce que c'est là qu'on rencontre des gens, c'est là qu'il faut avoir les oreilles et les yeux ouverts, c'est là qu'on peut mettre des gens en relation les uns avec les autres, c'est souvent ce qu'on fait. La plupart des réceptions qu'on fait dans une ambassade, c'est à l'occasion de la visite d'une délégation française. Des ministres, des parlementaires, mais aussi des cinéastes, des sportifs, des culturels, de tout ce que vous voulez, et des patrons d'entreprise. Et la réception, c'est l'occasion pour eux de rencontrer des gens du pays où on travaille. Donc c'est tout sauf inutile. C'est pas très marrant au bout d'un certain temps, il faut être honnête. Alors ce qu'on vous propose là, c'est de rester dans le rôle concret de l'ambassadeur, plutôt du diplomate, parce qu'en travaillant, on s'est posé une question, Guillaume et moi. Alors vous avez eu l'occasion, comme Clara nous l'a présenté, d'occuper le poste de consul à Los Angeles. Vous avez aussi été ambassadeur. Et d'un point de vue peut-être un peu naïf, et peut-être que dans la salle d'autres partagent mon questionnement, c'est de comprendre la distinction entre ces deux postes, tout simplement. Qu'est-ce qui distingue un ambassadeur d'un consul? Qu'est-ce qui distingue le consulat de l'ambassade? C'est le même ressort. Alors d'abord, moi je dois, avant, rappeler quelque chose d'important pour ceux qui s'intéressent à l'international. On est ambassadeur quand on a de la chance. On est ambassadeur quand on est vieux. On est ambassadeur si on n'a pas trop d'ennemis, notamment politiques. Mais on passe l'essentiel de sa vie, pas comme ambassadeur, comme diplomate, de base, si je puis dire. C'est un métier tout aussi noble que d'être ambassadeur. Le métier, c'est pas d'être ambassadeur, c'est d'être diplomate. Et être ambassadeur, c'est simplement la chance de pouvoir plus imprimer sa marque sur ce qu'on fait dans le pays où on réside. Et j'ajoute quelque chose aussi, et ça fait le lien avec votre question, c'est que ce n'est pas un métier d'être diplomate, pour moi, et je l'explique longuement, c'est une vie. C'est un choix de vie. Et je dis ça aussi pour ceux que ça intéresse, parce que c'est essentiellement, et ça fait le lien avec la présence sur le terrain, c'est l'expatriation, pour moi, qui donne son sens à cette vie. J'ai exercé cette vie, enfin j'ai vécu cette vie pendant 40 ans, officiellement, et sur ces 40 ans, j'ai passé 22 ans à l'étranger. À une époque, mon fils, pour les DEC, était aux États-Unis, ma femme de l'époque était ailleurs, et moi j'étais sur un 3e continent. C'est pas forcément facile. C'est pas propre aux diplomates, c'est propre à l'expatriation. C'est vrai des militaires, c'est vrai des culturels, c'est vrai des patrons ou des agents d'entreprise qui s'expatrient. L'expatriation, c'est difficile. Et ce qui fait qu'on la supporte, à mon avis, et au début, mon bouquin s'appelait aussi, après s'être appelé ici et là-bas, ça s'appelait Diplomatie, Passion. C'est qu'on a la passion de la rencontre. Une grande ethnologue, anthropologue, Alexandra David-Neil, britannique je crois, il y a des profs d'anglais, ils me corrigeront si je me trompe, a écrit « Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas, il se déplace ». L'expatriation, c'est la rencontre. Hein. C'est pas celle qu'on fait sur la plage, j'ai pas de problème avec les gens qui vont à la plage, mais c'est la rencontre avec un peuple, avec une histoire, avec une culture, ou on pourrait les mettre au pluriel, avec un pays. Et il faut avoir cette passion chevillée au corps pour soutenir les difficultés. Et donc j'ai beaucoup de respect pour les Français expatriés. Il y en a plus de 2 millions, donc contrairement à ce qu'on dit, les Français s'expatrient dans tous les métiers. Les consuls et les consuls généraux sont plus spécifiquement chargés de la protection et du service à ces Français.
Un consul général dans une ville étrangère, donc par exemple à Los Angeles, surtout quand il n'est pas dans la même ville que l'ambassade, c'est le représentant de la France, c'est un peu le maire local. On fait des passeports, on fait des cartes d'identité, on verse des bourses, on s'occupe des Français qui ont des difficultés, on les rapatrie, etc. etc. Donc c'est plus spécifiquement ancré sur la communauté française, mais on fait aussi dans les consulats généraux beaucoup de culturel, de promotion économique et de choses comme ça. Et j'en ai fait comme en font tous les consuls généraux. Ceux qui un jour seront appelés à être consuls généraux, essayez de ne pas être dans la capitale parce que l'ambassadeur vous fait de l'ombre. L'idéal, c'est d'être un peu loin, comme ça on est plus tranquille. On prend le conseil. Tout à l'heure, vous parliez, quand on parlait un petit peu des réceptions qui sont tout sauf mondaines, un petit peu des visites de diplomates français à l'étranger. Et donc, je voulais vous interroger sur comment est-ce qu'on organise une visite diplomatique. À la fois, quand on a été comme vous en cabinet ministériel, donc organiser le déplacement et aussi organiser l'accueil, comme en ambassade, comme vous l'avez été en Russie, en Chine, organiser l'accueil de dirigeants français. On a mis une petite photo là, avec Jean-Yves Le Drian que j'avais dû aller chercher en Russie. Je pense qu'à l'époque, il était ministre de la Défense, ou déjà ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas. Je vois mon amie la directrice je crois que c'était ministre des Affaires étrangères sur la photo. Ouais. En tout cas, voilà. Les visites ministérielles de Premier ministre et surtout de président, c'est à la fois quelque chose qu'on attend tous, les ambassadeurs, les consuls généraux, et c'est en même temps ce qu'on craint le plus. Parce que je le dis en toute franchise avec mon langage un peu châtié, je suis à la retraite, je n'engage que moi. C'est d'une complexité folle. Parce que vous devez concilier ce que souhaite faire le ministre, qui parfois n'a pas grande idée sur ce qu'il faut faire dans le pays où il va. Ce n'est pas le cas quand Jean-Yves Le Drian vient négocier après l'annexion de la Crimée en Russie. Là, on savait ce qu'il venait faire. Mais enfin, avec ce que veut faire le ministre, ce que veut faire son cabinet, ce que son cabinet estime qu'il doit faire, sauf quand c'est le président, avec ce que l'Élysée veut bien qu'il fasse ou ne veut pas qu'il fasse pour ne pas faire, etc. Donc ça veut dire les conseillers du président, ça commence déjà à faire un paquet de monde. Votre directeur, qui est le directeur géographique, qui, là, c'était la directrice de l'Europe continentale, qui s'occupait de la Russie, qui donne des instructions. Ce que vos collaborateurs dans l'ambassade veulent absolument que le ministre fasse, parce que c'est pas possible qu'il passe pas à l'Institut français, qu'il rencontre pas la communauté française, qu'il fasse pas ceci, qu'il fasse pas cela, plus ce qu'accepte ou refuse le pays d'accueil. C'est un cauchemar d'organiser des visites. Et quand c'est le président, c'est pire, parce qu'il y a des problèmes de sécurité effrayantes quand il y a 280 personnes qui débarquent. Là, vous voyez, le ministre, il était venu, ils étaient 4-5, c'est facile à organiser. Où est-ce que dort le président quand il vient en visite officielle, comme ça? Bon, ça dépend des présidents. C'est à l'ambassade, généralement? En tout cas, les deux derniers, je peux en parler, que je connaissais un peu mieux que les autres, dormaient à la résidence. Alors il y a une raison, ça c'est bon. Je suis très libre dans mes propos, donc me citez pas. Mais enfin, il y a une raison, c'est que souvent les résidences sont pas forcément très grandes. Donc en gros, on peut accueillir le président et Madame, s'il y en a une, ou Madame et Monsieur, le couple, quoi. Et puis 2-3 agents de sécurité, c'est tout. Et donc ça permet au ministre de pas avoir toute sa smala avec lui. Donc on les met à l'hôtel et il est très content, parce que ça veut dire que quand on rentre des réceptions ou des événements du soir, on peut tranquillement boire une bière et parler sérieusement sans qu'il y ait 40 personnes autour de vous. Donc en général, les deux derniers présidents, enfin l'actuel et celui d'avant, aimaient bien aller dans les ambassades pour cette raison. Quand les ambassades s'y prêtent. Alors on vous propose maintenant de partir sur un des grands thèmes de votre carrière, qui est l'humanitaire, en tout cas l'action humanitaire. Après tout, vous avez travaillé auprès de Bernard Kouchner beaucoup sur ce sujet-là, même aux Nations Unies, quand vous étiez au Pakistan, on y reviendra. Nous, en vous lisant, déjà, il y a une citation qui nous a beaucoup marqué, c'est de dire que la vraie responsabilité de diplomate, c'est avant tout d'agir là-bas, surtout, d'aller sur le terrain. On en revient à ce qu'on disait en questionnaire. Et ce qu'on aurait voulu peut-être que vous fassiez là, c'est que vous racontiez notamment ce que vous avez pu faire à Sarajevo, au moment de la guerre de Bosnie, quand vous êtes allé ouvrir un corridor humanitaire pour que Lucien comprenne
à quel point c'est concret l'action du diplomate aussi. Et nous rappeler un peu le contexte justement de la guerre de Bosnie, peut-être très rapidement. D'abord, je voudrais dire qu'en ce qui me concerne, et là encore une fois, ça c'est très personnel, très belle photo, c'est la visite à Sarajevo de François Mitterrand en juin 92, si je ne me trompe pas. Je suis quelque part derrière. C'est quelque chose qui a changé ma vie, ma rencontre avec Bernard Kouchner. Parce que, voilà, j'étais un diplomate convaincu, j'avais plein d'idées et tout ça, mais enfin, j'étais un diplomate de bureau. Et il m'a dit, non, ça, c'est pas possible. Il faut que tu sortes de ton bureau, il faut que tu viennes voir ce qui se passe. Et je suis allé voir ce qui se passait. Et c'est vrai que mon livre s'appelait Ici et là-bas, parce que c'est une phrase qu'on prononçait souvent avec Bernard Kouchner, c'est changer les mentalités ici, changer le droit ici voulant dire Paris, Bruxelles, New York ou Genève, pour que les choses changent là-bas, là où on a besoin de nous. C'est quoi l'humanitaire? L'action humanitaire, c'est une catastrophe d'origine naturelle ou humaine, une inondation, un tremblement de terre, ou une guerre civile, ou des massacres. Et c'est l'idée qu'il y a des victimes, et que ces victimes appellent à l'aide. Et que sur place, là où elles sont, personne ne peut ou personne ne veut les aider. Et les autorités du pays ne peuvent pas ou ne veulent pas les aider. C'est comme ça que sont nées les organisations humanitaires après la guerre du Biafra en 1968. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, les profs vous expliqueront une guerre épouvantable en Afrique qui a fait des millions de morts, et notamment parce que c'était une province du Nigeria qui voulait faire sécession, et la capitale a affamé la province. Et les humanitaires y sont allés pour la Croix-Rouge internationale, et contrairement aux règles de la Croix-Rouge, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Ce qui était interdit par la Croix-Rouge à l'époque. Alors ils se sont rebellés, ils ont créé Médecins sans frontières, vous en avez tous entendu parler, et ça a créé le mouvement qu'on a appelé ensuite les French Doctors, parce que les Français ont été les premiers à créer ces associations humanitaires. Et ensuite, il y a eu des scissions, il y a eu Médecins du Monde, l'AMI, etc. Et il y a eu cet épisode extraordinaire du bateau Île de Lumière et des réfugiés en mer de Chine. Vous savez, aujourd'hui, certains vous expliquent qu'on ne peut pas accueillir 30 boat people en Méditerranée. C'est plus de 200 000 Vietnamiens qu'on a accueillis en France à l'époque, dans les années 70. 200 000. Je ne crois pas que la France se soit écroulée. Enfin, ça, c'est un avis personnel. En tout cas, ce mouvement humanitaire, il a fini par connaître un certain nombre de limites. Et Bernard Kouchner s'est fait le propagateur, et je l'ai aidé à ça, à partir des années 80, de ce qu'on a appelé le droit d'ingérence. Pour choquer. On a réussi, ça a choqué. Pour dire, on va s'ingérer dans les affaires des pays qui maltraitent leur population ou qui ne portent pas secours à leur population. Le terme droit d'ingérence, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un journaliste, Jean-François Revel. Mais on l'a utilisé, et dès la nomination de Bernard Kouchner au gouvernement Rocard, Mitterrand, en 88, il était secrétaire d'État à l'action humanitaire. On est allé à New York et on a déposé une résolution sur l'accès aux victimes en cas de catastrophe. Et puis ensuite, une résolution sur la création de ce qu'on appelle des couloirs humanitaires. Tout ça, vous en entendez parler aujourd'hui. Bref, on a lancé ce qu'on appelait l'humanitaire d'État, c'est-à-dire qu'on a dit que les ONG n'ont pas assez de moyens et il est de la responsabilité des États de prendre leurs responsabilités. Alors on a fait créer, les Français, ce qui s'appelle aujourd'hui ECHO à Bruxelles, qui est le premier donateur mondial d'aide humanitaire. On a créé OCHA aux Nations Unies, le bureau de coordination, et on a apporté du soutien aux ONG. Et c'est ce qu'on est allé faire notamment... Je crois que Bernard Kouchner, je le dis dans mon livre, j'ai oublié, a mené plus de 200 missions pendant les quelques années où il était secrétaire d'État à l'humanitaire. Alors les ONG nous ont beaucoup critiqué, surtout Médecins sans frontières, en disant « Occupez-vous de ce qui vous regarde, donnez-nous de l'argent et laissez-nous faire ». Nous, on avait le sentiment que la situation des réfugiés, la situation des gens victimes de violences ou de catastrophes, ça touchait à quoi au fond? À leurs droits humains fondamentaux. Le droit à la vie, c'est le premier des droits de l'homme, c'est le premier des droits humains. Alors, il est de la responsabilité des États de changer de droit pour les protéger. Et ça, les ONG ne peuvent pas le faire. Elles ne peuvent pas changer de droit. Elles peuvent se glisser dans les interstices du droit. Mais nous, on voulait changer le droit et on l'a fait. Et on a créé ce qui est devenu ensuite
la responsabilité de protéger. Ça a été consacré au sommet de 2005. Hommage rendu en passant à Robert Badinter, parce que tout le monde parle de ce qu'il a fait en France, c'est très important. Mais moi, je l'ai bien connu quand j'étais directeur des Nations Unies, parce qu'il a beaucoup travaillé avec les Nations Unies, là aussi pour nous aider à lutter contre l'homophobie, mais aussi il a fait partie de ce qu'on appelle le comité des sages, qui a préparé le sommet des Nations Unies de 2005, et où on a consacré le droit d'ingérence sous le nom de responsabilité de protéger. Il a aussi été l'initiateur de la justice pénale internationale, en rendant un rapport pendant la guerre des Balkans, justement, sur le fait de juger les criminels de guerre. Enfin, mais individuellement, pas seulement les États. Donc c'est un grand monsieur aussi pour le droit international. Bref, et donc pendant la guerre dans les Balkans, qui a commencé après la chute de ce qu'on appelle le rideau de fer, l'éclatement de l'URSS et la Yougoslavie, qui était un patchwork de pays qui avaient été mis ensemble à l'époque de Staline pour former ce qu'on appelait la Yougoslavie. Et il y avait là-dedans des Croates, des Serbes, des Monténégrins, des Macédoniens, dirait-on aujourd'hui, des gens qui parlent des langues d'origine commune, slaves, mais qui ne voulaient pas forcément vivre ensemble. Et une guerre civile s'est déclenchée parce que les 6 États, enfin presque tous au début, 3 seulement, ont fait sécession, que Belgrade, la capitale fédérale de ce qu'on appelle l'ex-Yougoslavie, n'a pas voulu, et donc une guerre civile a commencé. Et malheureusement, vous l'apprendrez plus tard, et vous le verrez en voyageant si vous voyagez, les guerres civiles sont souvent les guerres les pires. Alors, je dis ça au moment où la guerre en Ukraine et les événements de Gaza montrent que ça n'est pas le cas, mais ce sont des guerres souvent atroces. On se tue entre voisins, entre gens qui vivent ensemble depuis des générations, bien ou mal. Dans le cas de la Yougoslavie, il y avait eu déjà beaucoup de drames. Et à un moment de la guerre, Sarajevo, la capitale de la province, qui était encore une province, la Bosnie-Herzégovine, a été assiégée par la Serbie et le Monténégro. Et au bout de quelques mois, la ville était assiégée, affamée, manquait de médicaments, manquait de tout. Et donc on a décidé de lancer une opération humanitaire, d'ouvrir ce qu'on appelle un corridor humanitaire. Alors c'est quoi? Je la fais courte parce que je vous avais dit que j'étais bavard, c'est déjà trop long. Mais c'est l'essence du travail humanitaire. Et pour moi, c'est aussi l'essence du travail diplomatique quand on veut faire une différence. Hein. To make a difference, disent les Américains. C'est une expression extrêmement importante et qui montre que tout le monde peut faire une différence. Tout le monde peut contribuer à ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a négocié le corridor humanitaire. Parce que la beauté du corridor humanitaire, c'est que contrairement à ce que racontent ces détracteurs, on ne l'impose pas. On doit le négocier avec les gens qui se tirent dessus pour qu'ils arrêtent de se tirer dessus le temps qu'on passe. Alors on a négocié avec, à l'époque, les Croates, les Serbes, les Bosniaques, pour qu'ils nous laissent rentrer avec, je ne sais plus, 2 camions de 15 tonnes ou de 20 tonnes de médicaments pour les hôpitaux de Sarajevo. Oui, je vous coupe, mais parce qu'il faut dire qu'en fait, pour négocier le corridor humanitaire, vous allez dans une Jeep, sur le terrain. Oui, enfin non, pour on parler le négocie, oui. Alors quand même, pour parler aux Serbes et aux Bosniaques. On n'a pas tous envie de se suicider, on essaie de le négocier avant quand même. Hein, bon. À l'époque, il n'y avait pas. C'était compliqué, il n'y avait pas d'ambassade en Bosnie, mais on discute, on envoie notre ambassadeur à Belgrade discuter avec les Serbes, on envoie quelqu'un négocier avec les autorités de fait du Monténégro, avec notre ambassadeur en Croatie qui n'existait pas encore à l'époque. Enfin bon, il y avait des humanitaires européens qu'on appelait les ice cream. Je vous laisse deviner pourquoi ils étaient habillés en blanc, mais c'est surtout parce qu'on disait. Chaque fois qu'il y a un coup de feu, ils s'en vont. Évidemment, ils n'étaient pas armés. C'est pour vous, une fois de plus, que si on veut que l'Europe existe, il faut lui en donner les moyens. Et puis, il y avait des forces des Nations Unies, la Fort Pronu, mais qui étaient encerclées elles-mêmes dans Sarajevo par les Serbes et qui ne pouvaient quasiment plus rien faire. Donc, on négociait avec tout ce beau monde. Et puis après, oui, vous négociez kilomètre par kilomètre. On est allé en... Le ministère de la Défense, péniblement, a accepté de nous prêter un avion. On a affrété des camions à Split, en Croatie. Et puis, on est allé charger les camions en médicaments, en vivres, en médecins. Voilà, et on est parti sur la route avec 2 camions ou 3 camions et des Land Rover. Et puis, on a essayé de rejoindre Sarajevo. Alors, on essayait... à travers la montagne, de rester le plus longtemps dans des zones contrôlées, ici par les Croates, là par les Bosniaques, parce que ça nous évitait de nous faire tirer dessus, et parfois les Serbes. Et je raconte une scène où on a passé une journée entière bloquée par les Serbes, qui en fait ont négocié
le passage. Mais on a fini par rentrer. On a ouvert le premier corridor dans Sarajevo assiégé. Et c'est ce qui a donné l'idée au président Mitterrand, quelques semaines plus tard, au sommet de Lisbonne, de dire on ne peut pas continuer comme ça. Et il a fait comme nous. Il est sorti du conseil, il n'a rien dit à personne, il est monté dans un avion. Il avait fait venir Bernard Kouchner et moi depuis Paris. Il nous a fait monter dans son avion, ce qui a donné lieu à une scène assez drôle où il a fait ressortir tous ses conseillers, qui lui servaient à rien pour ça en tout cas. Et on est monté dans son petit avion, Kouchner et moi, avec 2 journalistes et des gendarmes spécialisés dans la protection du président. Et on est parti pour Sarajevo. Et le miracle, c'est qu'on a réussi à atterrir à Sarajevo. Alors là, on avait passé une sale journée, je peux vous dire, parce que dire aux Serbes qu'il ne fallait pas tirer sur le président de la République, c'était quand même vital. Voilà. Alors on nous a quand même tiré dessus, un type que sans doute sa radio ne marchait pas, il ne savait pas que c'était le président. Donc, enfin, il y avait un avion qui servait de l'heure. Enfin bon, je ne rentre pas dans le détail, vous n'avez qu'à acheter mon livre après tout. Hein. C'est tout expliqué, mais on a réussi. Et grâce à la visite de François Mitterrand, on a réussi à ouvrir un corridor aérien. C'est-à-dire qu'on a obtenu des Serbes et des Monténégrins de rouvrir l'aéroport de Sarajevo. Et donc à partir de là, par la voie terrestre, puis par la voie aérienne, l'aide humanitaire a pu arriver à Sarajevo. C'était donc en juin 92. La guerre a continué jusqu'en 95. Donc on comprend bien la complexité d'agir sur le terrain et la préparation surtout en amont de l'action sur le terrain. Il y a Pardon, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est fascinant le travail humanitaire. Et on a envie d'y participer. Et ça change votre vie. Je peux vous dire que moi, je n'ai plus jamais été le même après. La première visite d'un camp de réfugiés, je ne prétends pas être un va-t-en-guerre. Hein. Moi, j'ai eu la chance, ou la malchance, peu importe. Enfin, je n'ai pas servi dans Beyrouth assiégé. Je n'ai pas servi à Haïti pendant le tremblement de terre. Je ne cherche pas à jouer les héros. Mais voir un camp de réfugiés, ça vous change un homme et une femme. Il faut voir ce que c'est que 200 000 personnes entassées à Goma, dans l'est du Congo. Ils y sont toujours, hein, depuis 15 ou 20 ans maintenant. Tout le monde les a oubliés, tout le monde s'en fout. Pardon de l'expression, mais c'est la réalité. Ou les camps de Rohingya au Bangladesh. Il n'y a que les humanitaires qui s'occupent d'eux. Et quand je dis les humanitaires, on y reviendra, c'est à la fois les associations et les Nations Unies. Hein ? Alors la transition, il faut rendre hommage à ces gens, oui. Pardon, premier point, il faut penser à eux quand on critique les Nations Unies. Les Nations Unies, ce sont des milliers de gens sur le terrain, dans les camps, dans les zones de conflit, là où ça va mal. L'OMS, l'UNICEF, le HCR, le PAM, la FAO, les profs expliqueront tous ces acronymes, toutes ces agences qui sont extraordinaires. Et je voulais aussi, dans ce livre, rendre hommage à tous ces gens que personne ne connaît et qui font un travail admirable. Alors justement, la transition est toute trouvée sur le travail des Nations Unies, justement sur le terrain. C'est en 2009, donc là on fait un petit saut dans le temps des années 90 jusqu'en 2009. Là vous êtes alors secrétaire général adjoint des Nations Unies au Pakistan. Donc en fait vous êtes chargé de coordonner l'aide humanitaire mondiale. Comment, oui. Enfin, où est-ce qu'on va chercher l'argent? Comment est-ce qu'on l'utilise? Oui. Alors ce qui est amusant, je le signale en passant, c'est qu'en fait, c'est le moment où, parce que c'est pas toujours évident d'être ambassadeur quand le président de la République est votre patron, parce que vous représentez le président, le chef de l'État, hein, quand vous êtes ambassadeur, pas le gouvernement. Bon, il m'aimait pas beaucoup, le président de l'époque, donc j'ai eu ce qu'on appelle ma traversée du bac à sable, ça n'a pas duré longtemps. Bon, enfin, je me suis retrouvé sans emploi. Et j'ai embauché, comme on dit, aux Nations Unies. Parce que, bon, après tout, j'y croyais, j'avais envie, et j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui avait travaillé 10 ans aux Nations Unies et qui m'avait donné cette passion de l'international et des Nations Unies. Et le secrétaire général m'a envoyé comme secrétaire général adjoint pour le Pakistan. C'est pas la même chose, c'est ce que j'explique. Et ça explique une des grandes difficultés des Nations Unies. J'étais l'autorité la plus élevée au Pakistan, mais je n'avais pas autorité sur les agences. Pourquoi? Parce que vous avez dû l'apprendre, et peut-être les comités ont travaillé là-dessus, beaucoup des institutions spécialisées des Nations Unies. L'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de l'agriculture, la FAO, l'UNICEF, non, l'UNICEF c'est un programme, sont des institutions indépendantes.
elles ont leur propre assemblée générale, leur propre conseil exécutif, leur propre budget, et donc elles sont coordonnées par les Nations Unies, mais elles ne sont pas sous l'autorité des Nations Unies. Excusez-moi. Et donc, j'étais chargé de coordonner des agences sur lesquelles je n'avais pas autorité. C'est pas évident. Il y avait deux phénomènes au Pakistan. Quand j'y suis arrivé, c'était une incroyable crise des réfugiés, parce que l'armée pakistanaise, et bon, c'est compliqué l'histoire du Pakistan, avait décidé, ça vous rappellera quelque chose, de réduire les groupes terroristes, notamment près de la frontière avec l'Afghanistan, puisque c'est un pays bizarre, le Pakistan, qui est coupé en 4 provinces, qui en réalité regroupent des gens, on dirait d'ethnie, ce qui n'a pas beaucoup de sens, enfin, d'histoire, de culture, de langue totalement différentes. Et donc dans le nord-ouest du Pakistan, ce sont des Pashtuns, c'est-à-dire c'est les mêmes populations qu'en Afghanistan. Et il y avait des organisations terroristes à l'époque épouvantables, et notamment des talibans pakistanais, qui faisaient des ravages. Et donc l'armée a décidé de les réduire. Et l'armée l'a fait dans des conditions en violation totale d'à peu près toutes les règles du droit international. Ça, c'était la première catastrophe. On peut peut-être juste reprojeter la carte à l'écran. Pardon, c'est parce que moi je la vois, mais oui, il ne la voit pas. Juste si on peut reprojeter la carte pour montrer un petit peu la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Le nord-ouest, donc c'est dans le nord-ouest. Et la porosité de la frontière. Et tout ça, c'était en 2009, donc dans des conditions absolument épouvantables. Et donc, moi, je faisais du lobby auprès de l'armée et des services secrets pakistanais, qui sont les vrais patrons du pays. À l'époque, c'était après la chute de la dictature militaire et l'assassinat de Benazir Bhutto, balbutiement de la démocratie. On essayait de les convaincre de respecter le droit international, d'apporter de l'aide humanitaire, enfin, ce que font peu ou prou les humanitaires partout. Là où il y a des conflits, on le voit aujourd'hui, notamment à Gaza. Il n'y a pas de comparaison entre les situations, mais enfin, le travail humanitaire est le même. Respecter le droit, apporter de l'aide, rouvrir les écoles, etc., etc. Et au milieu de tout ça, l'Indus a débordé en 2009, ou fin 2009 ou début 2010, et a recouvert le Pakistan sur une surface équivalente à celle de l'Italie. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Rebelote, des centaines de milliers de gens obligés de fuir, de se réfugier dans des zones protégées des crues et des inondations et de la pluie, avec des épidémies qui se déclenchent, des animaux sauvages qui se manifestent. Beaucoup de gens sont morts de morsures de serpents, de piqûres, parce que les animaux fuyaient aussi les inondations. Donc une situation de cataclysme. Et c'est là que j'ai mesuré la difficulté, de coordonner les agences, mais ensuite aussi, surtout, excusez-moi, un vieux fond de grippe, de mobiliser la communauté internationale. Parce que dans le développement de l'action humanitaire, dont je me suis réjoui, je vous l'ai expliqué, dont il faut se réjouir, la réalité, c'est que chaque pays s'est doté de structures. Et chaque pays a maintenant ses ONG. Et chaque pays veut faire appel et donner son argent à ses propres ONG, y compris parfois des ONG qu'on appelle cultuelles. Les pays du Golfe, par exemple, ne donnent leur argent qu'à des organisations caritatives musulmanes. Pardon. Enfin, oui, musulmanes, disons. Bon. Pas forcément de leur propre pays, mais bon. Tout ça, tant que l'argent arrive, c'est pas grave. Le problème auquel est confrontée les Nations Unies, c'est qu'on leur dit « mais il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que vous coordonniez ». Et on passe son temps à voir à la télé des gens qui vous disent « les Nations Unies, ça ne sert à rien ». Moi, j'ai lancé, quand j'étais là-bas, j'ai fait mon travail, j'ai lancé un appel à l'aide internationale pour un montant de 2 milliards. 2 fois 1 milliard. Les Nations Unies ont recueilli quelque chose qui était entre 300 et 500 millions de dollars. Voilà. Tout le reste partait dans des ONG privées. Alors, qu'est-ce que vous voulez coordonner? Parce que si déjà les agences des Nations Unies ne veulent pas se coordonner entre elles, vous imaginez les ONG se coordonner entre elles et avec les Nations Unies. C'était vraiment très difficile, très décourageant. Le secrétaire général de l'époque, Ban Ki-moon, dont on a dit beaucoup de mal de manière très excessive de mon point de vue, a été formidable. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Le problème aussi, c'était, j'ai fait ce qu'il fallait pour les Nations Unies. On ne peut pas dire qu'on ait vraiment réussi à mobiliser l'aide internationale.
Mais un des problèmes, évidemment, c'est que les donateurs, et notamment les plus riches, les Américains, les Nordiques, qui donnent énormément d'argent dans la cause humanitaire, les Norvégiens, les Danois, les Suédois, plus que les Français. Enfin, l'Union européenne, hein, c'est 50% de l'aide humanitaire mondiale, aujourd'hui, ECHO. Et de l'aide au développement aussi, d'ailleurs. Donc c'est bon à savoir quand on critique l'Europe, c'est quand même... voilà. Mais la difficulté, c'est que ces pays disaient, moi je veux savoir où va mon argent. Et les Pakistanais disaient, bah, vous le donnez au budget de l'État pakistanais et on se débrouille avec. Et ça, évidemment, personne ne l'acceptait parce que c'est un régime qui fonctionnait mal, délabré, corrompu. Et donc j'ai passé 1 an et demi à promouvoir des réformes du gouvernement pakistanais. À un moment, les Pakistanais en ont eu marre. Ils ont dit, donnez-nous un envoyé spécial un tout petit peu moins enclin à parler de droits humains toute la journée. Donc ça s'est fini comme ça. On a nommé un successeur très gentil et dont on n'a plus jamais entendu parler. Mais ce qui est vraiment très difficile et dont il faut se souvenir, c'est quand on critique les Nations Unies, il faut bien comprendre ce qui est intrinsèquement lié au dysfonctionnement des Nations Unies et ce qui est intrinsèquement lié à ce que les États leur imposent. Hein, parce que les Nations Unies, ça n'existe pas, c'est les États, c'est nous. Si les Nations Unies n'ont pas d'argent, c'est parce que les États ne leur en donnent pas. Parce qu'il n'y a pas de génération d'argent spontanée. On comprend bien la difficulté d'agir quand on est comme ça envoyé sur le terrain, encore une fois, avec des forces contradictoires qui arrivent un petit peu de toutes parts. Ça nous fait penser à votre expérience en Russie, donc en tant qu'ambassadeur, donc en Russie et même en Chine juste après. Donc là, pour agir, c'était un peu plus compliqué. On voulait revenir sur une image juste ici. Donc, un grand moment, peut-être dans votre carrière. Donc, c'est l'image de la remise des lettres de créance au président Vladimir Poutine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est une lettre de créance ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi ça consiste ? Les ambassadeurs représentent et sont accrédités, comme on dit, par le chef de l'État. Donc, le président de la République signe une lettre dans laquelle il dit « Très cher et grand ami », enfin bon, ça date de la royauté, tout ça, des envoyés spéciaux. C'est pour ça qu'on s'appelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, c'est-à-dire que le président vous donne plein pouvoir pour représenter la France dans le pays où vous êtes accrédité. Encore faut-il que le pays accepte de vous accréditer, c'est-à-dire de dire oui, je vous reconnais comme le représentant de la France en Russie. Enfin, en Russie, en Chine ou n'importe où ailleurs. Et donc cette lettre, symboliquement, est remise lors d'une cérémonie en général collective qu'organisent les chefs d'État, parce que ça les rase. Il y en a même qui refusent de le faire. Je crois qu'il y a un ancien président français qui refusait de le faire parce que ça le barbait. Et donc voilà, alors là on est une quinzaine, je crois me souvenir, de tous les pays. Alors en général, c'est tous les mois ou tous les 2 mois, ils prennent les 15 nouveaux, et puis on boit, comme je le raconte en Russie, un champagne improbable, puisqu'ils refusent d'appliquer l'appellation d'origine contrôlée, donc ils appellent champagne du mousseux, qui n'est pas forcément mauvais, mais enfin ça n'a pas grand-chose avec le champagne. Et si on a de la chance, on peut parler au président 45 secondes. Voilà, ce qui a été mon cas. J'ai eu 45 secondes parce qu'il y avait une visite du président Poutine qui était prévue en France 2 mois après. Ça, c'est début janvier. Je suis arrivé en novembre. Ça, c'est début janvier. Et puis 3 semaines après, il a envahi la Crimée. Donc, le voyage n'a pas eu lieu. Donc ça... Mais 40 secondes n'ont servi à rien. Et vous nous dites... Derrière, c'est Lavrov, oui. Je pense. Hein, je ne sais pas si tout le monde voit la photo. Derrière. Donc, Sergueï Lavrov, à l'arrière-plan, ministre des Affaires étrangères russe. C'est ça depuis longtemps. On doit être à 12, 13, 14 ans, 15 ans. Poutine a dit qu'il veut battre le record de Gromyko, qui est resté 28 ans, je crois. Bon, on a encore du chemin. Et donc, vous dites, donc, on parle très peu à Poutine, on parle par contre à pas mal... Non, j'ai pas dit on parle très peu à Poutine. Il faut, sauf dans certains pays très proches sur le plan culturel, ou très très proches sur le plan économique, un ambassadeur n'est pas reçu par le président de la République locale, ou le roi, hein, ou la reine, sauf exception. Dans mon cas, j'ai eu, entre guillemets, de la chance, au sens où, pour l'exercice de ma fonction d'ambassadeur, parce que, donc, comme je viens de l'expliquer, la Russie a envahi, Poutine a envahi l'Ukraine après les événements de Maïdan, fin février 2014, il a envahi l'Ukraine, et donc,
il y a eu, comme vous le savez, quelques mois plus tard, la tentative par la France et l'Allemagne de trouver une solution pacifique, un arrêt des combats, un cessez-le-feu, non pas en Crimée, puisque Poutine avait annexé juridiquement la Crimée, ce que personne ne reconnaît à part la Corée du Nord, le Venezuela, ça doit être à peu près tout d'ailleurs, et peut-être, enfin je ne sais pas qui d'autre, peu importe, il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, ce qu'on a appelé le format Normandie, c'est-à-dire que la France a réussi, la France et l'Allemagne, François Hollande et Angela Merkel ont réussi à créer un groupe où il y avait, en plus de deux évidemment, Vladimir Poutine et Poroshenko, le président ukrainien de l'époque, pour négocier un cessez-le-feu, donc non pas en Crimée, mais dans ce qu'on appelle le Donbass, qui est la zone où les combats se déroulent aujourd'hui notamment, que les Russes voulaient annexer, mais n'arrivaient pas à annexer. Parce qu'en réalité, ils ont déclenché une guerre civile au Donbass qui n'a jamais réussi. Ils ne contrôlaient pas grand-chose. C'est probablement une des raisons pour lesquelles il y a eu cette... Donc, grâce à cela, entre guillemets, il y a eu énormément de voyages ministériels. Je pense que le voyage de Jean-Yves Le Drian qu'on a vu tout à l'heure était dans ce cadre. Et il y a eu plusieurs déplacements du président Hollande, et avec ou sans Madame Merkel. Et donc, j'ai pu rencontrer Vladimir Poutine assez souvent pour un ambassadeur. Enfin, il y a une dernière question qu'on voudrait vous poser, peut-être avant de donner le micro à la salle. Donc, vous avez été ambassadeur en Russie, vous avez été ambassadeur en Chine. On se demandait, nous, comment est-ce que, quand on est quelqu'un comme vous, qui a défendu les droits de l'homme toute sa vie, qui a travaillé aux Nations Unies à leur promotion et à leur défense, comment on appréhende le fait comme ça d'être nommé en Russie ou en Chine et de voir agir là-bas, en étant souvent entravé aussi? Vous le décrivez bien, vous parlez de frustration, vous parlez de votre mission, de votre travail en Chine. Ce qui est très compliqué, mais c'est vrai de tous les diplomates ou de tous les expatriés, ou ça devrait être vrai de tous les expatriés, ce qui n'est pas tout à fait le cas si vous avez lu mes commentaires, pas mes commentaires, mes récits de mes rencontres avec les communautés françaises et à Moscou et à Pékin. Il faut à la fois garder de la distance pour pouvoir exercer cette fonction, parce qu'il faut se parler, c'est ce que vous faites pendant les Moons. Donc même pendant la guerre en Ukraine, pendant les sanctions, on parlait aux Russes. Donc il faut faire ça, il faut être capable de faire ça. Et en même temps, moi j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas, comme on dit, manger son chapeau, et que je devais continuer à défendre les droits humains. Et avec l'ambassade, on finançait des ONG, on montait des colloques, des conférences pour les ONG russes, on rencontrait la société civile. 2013-2017, il y avait encore un tout petit peu de société civile libre. Aujourd'hui, c'est fini. Il les a tous mis dans des camps où ils se sont exilés. Des camps de travail, j'entends, pas des camps de vacances. Et donc, il faut garder cette distance. Alors, dans le cas de la Russie, il y a quelque chose de très particulier, de mon point de vue, c'est qu'il y a au fond peu de pays en Europe dont la France soit aussi proche. Ça va vous surprendre, mais enfin, ceux qui connaissent la Russie, je pense, seront d'accord. Il y a peu de pays qui soient aussi proches sur le plan culturel. C'est incroyable. Demandez, on pourrait faire l'expérience, de demander aux élèves qui sont là, de première et de terminale, ou de seconde, pardon, seconde, première, terminale, de citer, allez, au hasard, des écrivains, des auteurs de pièces de théâtre, des musiciens, des danseurs, ils citeront plus de la moitié de Russes. Hein, évidemment. Tchekhov, Dostoïevski, Et si vous demandez à des écoliers russes de vous citer des auteurs, des machins, des trucs, ils vous citent tous Dumas, Balzac, la musique française. C'est incroyable. Il y a une proximité culturelle depuis le siècle des Lumières entre la France et la Russie qui est inouïe. Et c'est ce qui fait aussi que c'est un bonheur quand on est français de vivre à Moscou ou en Russie et de rencontrer les Russes, où par ailleurs la vie culturelle est extraordinaire. Vous savez, Moscou, la ville des 400 théâtres. Choisir un concert à Moscou, c'est un cauchemar. On dit qu'il n'y a pas une famille de Russes où il n'y ait pas un musicien, et c'est vrai. Des salles absolument incroyables. Et pour moi, le Bolchoï est loin d'être la meilleure d'ailleurs. Enfin, c'est la plus connue. Donc il y a tout ça. Et en même temps, vous êtes face à quelqu'un qui est en train de devenir un dictateur. Et il faut arriver à ne pas tout confondre.
Vous l'avez Il vu faut justement, arriver- cette montée en puissance? Il faut arriver à faire la différence, dans ce cas-là, mais ça pourrait être vrai ailleurs, entre la Russie, les Russes, le pays, l'histoire, la culture, et Poutine, et son clan, et ses affidés, et le KGB, et la corruption. Parce que c'est tout ça, la Russie. C'est un pays de prédation. Mais c'est aussi un pays extraordinaire, de gens extraordinaires. Et vous devez être capable de vivre les deux à la fois. C'est ça qui fait que vous êtes peut-être un bon diplomate. Parce que ça veut dire que vous comprenez. Ceux qui vous disent aujourd'hui, pardon, les soi-disant réalistes, qui vous disent, mais ce qui compte, c'est les rapports entre les puissants, c'est comme ça. On l'aime pas, Poutine, mais enfin, il a gagné, c'est comme ça. Ça veut dire qu'ils font l'impasse sur tous les autres. Et c'est ça qu'on appelle le réalisme? Non. Moi, je ne fais pas l'impasse. Il y a Poutine, il y a ses mercenaires, il y a Wagner, il y a tout ça, il y a la guerre. Et puis, il y a tous ces Russes extraordinaires qui devinez quoi? Vous savez de quoi on parle aujourd'hui à Moscou? Des retraites, du logement, de l'éducation. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, ils sont comme nous. Ils essayent de survivre. D'ailleurs, ils sont en train de retrouver, c'est tout à fait inouï, les vieux réflexes de la période stalinienne. Comment on fait pour survivre contre un État? L'État, c'est censé vous protéger. Dans les dictatures, moi j'appelle un chat un chat, la Russie de Poutine est une dictature. Il n'y a pas une seule liberté aujourd'hui, il faut quand même dire les choses clairement. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de liberté du tout. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de syndicat, sauf sur le papier, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de parlement, il n'y a rien. Il y a quelques ONG dans le domaine social, environnemental, à condition qu'elles ne parlent pas de politique, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Peut-être qu'on va pouvoir passer aux questions du public. Alors je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. On va rallumer la salle pour vous voir un petit peu plus. Ouais. Alors, on dit question, mais n'hésitez pas, si vous voulez avoir une réaction sur tout ce qui s'est dit, si vous voulez donner un avis opposé, c'est pas obligatoirement une question. Voilà. Oui. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit les lycéens, les professeurs aussi. On a 2 membres de l'association qui sont dans les escaliers. Bonjour. Alors, quand vous posez une question, levez-vous, s'il vous plaît, quand on vous voit bien. Collez bien le micro au menton. Bonjour. Oui, je voudrais demander exactement s'il y a quelque chose que vous regrettez ou quelque chose que vous pensez avoir vraiment bien fait dans votre travail. Exactement ce que je pensais, c'est quelque chose que vous êtes vraiment content d'avoir fait et vraiment mécontent d'avoir fait ou que vous auriez pu mieux faire. Voilà. Il y a plein de choses que j'aurais pu mieux faire. Plein de choses. Enfin, moi j'ai quelques remords dans ma vie privée, mais je pense qu'il ne faut pas vivre dans le regret. Si on veut progresser, il ne faut pas passer son temps à regarder. Alors bon, je suis à la retraite, c'est fait pour ça aussi. Oui, il y a bien sûr des tas de choses que j'aurais pu faire mieux. Les choses que j'ai faites de bien, après tout, c'est plus intéressant, je pense, je sais pas. C'est jamais seul. C'est toujours avec d'autres. C'est toujours grâce à d'autres. Je ne veux pas avoir l'air d'un vieux barbon, mais tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut regarder ses voisins, il faut regarder sa rue, il faut regarder sa ville, sa fac, son lycée. À plusieurs, on a de l'enthousiasme, on a de l'adrénaline, on peut se soutenir quand ça va mal. Et on peut tous faire la différence. Ça répond un peu à votre question, je sais que c'est décevant, mais moi, c'est mon père qui m'avait appris ça. C'était des générations, moi je suis né juste après la guerre, le baby-boom, qui avait connu la guerre. C'était chacun à notre place, chacun ou chacune, à notre place, avec nos convictions, avec nos croyances, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec notre physique. On peut faire quelque chose. Et si on a fait quelque chose, quoi que ce soit, alors on peut être, non pas content, mais satisfait d'avoir fait quelque chose qui a servi à quelqu'un, à quelque chose, donc à quelqu'un. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas beaucoup de regrets, parce que j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Bon, au passage, peut-être
3 fois, oui. Dans les rapports avec les Français, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais dans l'exercice de mon métier, dans les pays où j'étais à la fois facile, comme la Grèce, passionnant, comme l'Union européenne, en Turquie, on n'en a pas parlé, ou dans l'humanitaire, non. Toujours travailler avec d'autres. Et si, effectivement, ce dont je suis le plus heureux, c'est d'avoir pu contribuer à la naissance du droit d'ingérence humanitaire et au mouvement humanitaire mondial dans les années 80, du humanitaire d'État, et puis les combats que je raconte sur la première résolution condamnant l'homophobie aux Nations Unies. Ça vous paraît une évidence. Mais quand on a présenté notre premier projet de résolution, avec le Quai d'Orsay de l'époque, et je crois que c'était Ramayad qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme. Donc ça devait être quoi, le premier gouvernement Sarkozy, un truc 2007 comme ça, ou 2007. La moitié de mon ambassade était contre, pour des raisons religieuses. Parfaitement respectable. Et on a eu des querelles au sein des Nations Unies. Ça a été sur est-ce qu'il faut parler de religion, pourquoi, alors si on n'en parle pas, au nom de quoi on condamne l'homophobie, c'était bon. C'est vrai que la première déclaration qu'on a fait adopter, 66 voix, je me souviens, je crois. Il y a eu une contre-déclaration, 60 voix, donc c'était peut-être pas celle-là. En tout cas, il y a eu un événement extraordinaire parce qu'on a fait ce qu'on appelle un side event dans la salle d'à côté de l'Assemblée générale. Et un nageur olympique australien a fait son coming out devant 300 personnes. Tout le monde pleurait. Ben, je vous assure qu'aux Nations Unies, c'est incroyable. Bon, alors maintenant, la déclaration a été signée par de plus en plus de monde et on dépasse certainement, on doit approcher les 2/3 des Nations Unies. Même chose sur la peine de mort. Ça, c'était d'origine française, hein, la lutte contre l'homophobie. Hein. C'est magnifiquement raconté par Frédéric Martel, qui est un conteur, un journaliste, un écrivain, qui s'est battu toute sa vie contre l'homophobie. Et puis la peine de mort, ça a été aussi d'origine française. On l'a fait avec plusieurs pays. Et là aussi, on a réussi à faire voter la première déclaration, adopter la première déclaration condamnant la peine de mort et appelant au moratoire pour ceux qui ne voulaient pas supprimer la peine de mort. Ce qui est très important, et j'en profite parce que dans votre moon, ça a un sens, c'est que, et là encore, on s'aperçoit très vite aux Nations Unies ou en Europe, dans toutes les scènes internationales, que si on est tout seul, on peut brailler fort. Ça sert absolument à rien. Parce que les Nations Unies, c'est fait pour représenter le monde entier. Donc, on pratique ce qu'on appelle la constitution de coalition arc-en-ciel. Dans le cas de la lutte contre l'homophobie, c'était assez bienvenu. Mais c'est une pratique générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on essaye à l'origine d'une démarche d'avoir des grands pays, c'est-à-dire aux Nations Unies, grands pays, ça veut dire des membres permanents du Conseil de sécurité, les 5 puissances nucléaires, hein, France, Royaume-Uni, États-Unis, Russie, Chine, des plus petits pays, des tout petits pays, des pays de tous les continents, si c'est possible, des pays riches, des pays pauvres, et si c'est possible, des pays de traditions religieuses différentes. Des laïcs, des catholiques, des musulmans, des bouddhistes, ce que vous voudrez. Là, ça peut marcher. Parce que quand on fait du lobby, parce qu'évidemment, il faut construire des coalitions. Quand vous allez discuter dans vos comités, il ne faut pas rester à votre place, pardon, hein, je donne un conseil, mais il ne faut pas rester à votre place et répondre au gars qui est en face de vous. Déjà, si vous lui répondez, c'est pas mal. Mais il faut aller voir les autres, leur chuchoter à l'oreille pour voir s'ils seraient d'accord pour éventuellement un petit compromis avec vous contre celui avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Aux Nations Unies, on passe plus de temps à négocier en dehors des salles de réunion que dans les salles de réunion. Quand on arrive au Conseil de sécurité, si ce n'est pas plié avant de rentrer en salle, c'est même pas la peine d'y penser. En général, tout est plié avant. Enfin, pas toujours, mais presque. C'est comme les réunions interministérielles dans un gouvernement. Si vous n'avez pas trouvé le compromis avant la réunion, ce n'est pas en réunion que vous le trouvez. Hein, parce que chacun demande des instructions, vous êtes parti pour une semaine avec le décalage horaire. Le gars de Pékin, c'est dans un sens, le russe, c'est dans l'autre, vous n'y arrivez jamais. Donc c'est très important de construire ces coalitions arc-en-ciel. Merci. On va prendre une autre question ou remarque dans le public. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Alors j'avais une question sur
Vos convictions personnelles. Vous avez dédié votre vie à l'État français ou à l'humain plus généralement? Voilà, on tombe dans le personnel. Écoutez, moi, je n'ai pas... en 5 ou 6 pages au début de ces récits, j'explique d'où je viens et mes origines et ce que j'ai fait quand j'étais ado et qui ont marqué ma vie. Et une des choses qui a marqué ma vie, c'est un mouvement philosophique qui s'appelait le personnalisme. Emmanuel Mounier, vous demandez à vos profs de vous expliquer qui c'est. Plus personne ne sait qui c'est. Philosophe des années 30, plutôt de droite à l'origine, et qui, après la guerre, a fondé un mouvement et une revue qui s'appelait Esprit. Plutôt les cathos de gauche, on disait à l'époque. Et le personnalisme, pourquoi? Parce que le personnalisme... il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « Le personnalisme est-il un humanisme ?» Mais pour moi, c'est le mot « personne » qui compte, c'est la personne humaine. C'est pour ça que j'ai du mal à dire « droits de l'homme », j'ai même du mal à dire « droits humains » parce que c'est pas très joli en français, ça ne veut pas dire grand-chose. Je trouve que le plus beau concept, il a été inventé par les Canadiens, il parle des droits de la personne humaine. C'est un peu long, donc dans un livre, mon éditeur n'a pas voulu parce que ça prenait trop de place. Mais c'est le bon concept. Et ils ont inventé d'ailleurs un concept qui s'appelle la sécurité humaine. Et qui dit, si l'État se dévoue, l'État et les organisations internationales, les États, se dévouent à la protection et à la sécurité de la personne, alors dans l'idéal, les problèmes sont résolus. Parce que si je dis personne humaine, je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes straight, gay, lesbienne ou whatever. Je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes blanc ou noir, je m'en fiche complètement. C'est d'ailleurs un problème aujourd'hui avec la montée des particularismes. Badinter en a parlé d'ailleurs plusieurs fois, en disant la revendication identitaire pose un problème aux gens qui défendent les droits humains, parce que chaque identité ou communauté réclame ses droits humains. Or, par définition, vous le savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est universelle et elle considère que les droits humains sont universels, indissociable et imprescriptible. Donc c'est la personne qui compte. Donc pour répondre à votre question, je suis avant tout citoyen du monde. C'est en tout cas comme ça que j'ai vécu ma vie et que je continue à me sentir. Citoyen du monde, citoyen européen et citoyen français. Mais je ne suis pas nationaliste. Je suis patriote, comme disait, c'était Michel Rocard, que vous avez oublié de citer, hein, Lionel Jospin, qui disait je suis patriote, je ne suis pas nationaliste. Merci. Bonjour. Du coup, moi, je me demandais s'il y avait un événement en particulier ou une situation un peu extrême qui vous avait vraiment marqué à titre personnel. Moi, je dirais, c'est clair, ce qui a changé ma vie, c'est la visite d'un hôpital à Osijek, en Croatie, pendant la guerre des Balkans. On était allé avec Bernard Kouchner négocier le corridor humanitaire, un corridor humanitaire. Et les Serbes ont bombardé la ville pendant qu'on était là, histoire de se rappeler à notre bon souvenir. Et ils ont bombardé l'hôpital. J'ai gardé les photos. Et on y est allé le lendemain, et voilà. Il y avait des cadavres, je n'ai pas besoin de vous rentrer dans le détail, mais ça a été un choc pour moi. J'avais eu la chance, j'avais perdu mes grands-mères, mais j'avais eu la chance de jamais voir de scène de guerre, j'allais dire vivante. Enfin. Et puis la visite de mon premier camp de réfugiés en Afrique, à Goma, en RDC, et du centre créé par cet extraordinaire médecin gynécologue, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui s'occupe des ex-enfants soldats et notamment des filles qui ont été violées, torturées, droguées et enrôlées de force. Et quand vous avez vu ça, oui, c'est quelque chose qui restera toute ma vie. Je suis désolé, ce n'est pas des événements positifs, mais ça a changé le cours de ma vie, clairement, oui. J'ai essayé ensuite de... Bon, ben, vous voyez, encore aujourd'hui, à la retraite, je préside des ONG, donc l'AFNU, mais je préside aussi une ONG qui s'appelle Plan International, peut-être certains en ont entendu parler, Plan International France, la section française, qui est une association qui se dévoue à la protection des enfants, et notamment des filles,
la promotion de leurs droits, la lutte contre le harcèlement, les mariages forcés, les viols, l'excision, etc., etc. Donc voilà, c'est un combat que je ne peux pas arrêter, à ma façon, là où je suis, à mon âge, avec les moyens qui me restent. Tout d'abord, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez raconté. Ensuite, je me demandais, selon vous, qu'est-ce qui a été le plus enrichissant? Est-ce que ça a été d'avoir été ambassadeur de l'Union européenne, ambassadeur de France ou représentant aux Nations Unies? Voilà. All of the above, évidemment. Le plus enrichissant, c'est la rencontre. Pardon de vous répondre comme ça, mais c'est la rencontre de tous ces gens avec lesquels j'ai travaillé, dans des contextes complètement différents. La France, c'est très français. Les Nations Unies, c'est la tour de Babel. C'est extraordinaire. J'avais une assistante japonaise, un premier collaborateur allemand, une collaboratrice italienne, au Pakistan, le patron de l'UNICEF était kényan. Enfin, c'est extraordinaire de travailler avec des gens comme ça. Vous apprenez des choses, mais rien qu'en les écoutant. Et puis l'Union européenne, c'était pareil. J'avais un adjoint hongrois, le chef des services financiers était français, pour contrôler les comptes, c'est toujours un français. Le chef de coopération, c'était un Allemand. Il y avait une Finlandaise. Enfin, c'était la tour de Babel européenne. C'est extraordinaire de travailler avec eux. Ça, c'est la première chose. Les gens avec qui vous travaillez. Et puis les peuples pour lesquels vous travaillez. C'est inouï. J'ai vécu 2 ans seulement, parce que j'ai eu un peu la bougeotte, donc j'ai beaucoup bougé. C'est-à-dire que je faisais partie des gens qui, au bout de 2 ans, je commençais déjà à penser où est-ce que j'aimerais aller la prochaine fois, parce que ce qui est bête, parce que bon, les anglo-saxons restent beaucoup plus longtemps en poste, hein, pour mieux connaître les pays. Moi, j'avais la bougeotte, j'avais envie de voir le maximum de pays et de peuples. Mais vous vous promenez en... Ce qui est formidable quand vous êtes diplomate, comme quand vous êtes journaliste ou militaire ou chef d'entreprise, c'est que sortir dans la rue, lire un journal, aller au restaurant, c'est faire votre métier, votre travail. C'est aller à la rencontre des gens, de leur façon de vivre, essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Donc moi, mon meilleur souvenir, c'est ça, c'est les rencontres. Ce sont les milliers de visages. Alors, avec l'âge, je commence à oublier les noms de famille, ça c'est un peu un problème. Mais les visages peints, et voilà, mes rêves sont parfois peuplés de visages que j'ai rencontrés ici ou là-bas. Sur tous les postes que vous avez faits, entre consul, ambassadeur, si vous devrez en faire un seul, ça serait lequel? Refaire dans le même pays ou ailleurs? Juste en général, si sur tous les postes... non, parce que là, je me vois mal recommencer en Russie ou en Chine. Je ne suis pas totalement sûr qu'ils me donneraient l'accréditation vu ce que j'écris et ce que je raconte dans les médias. Je ne devrais pas choisir, parce que votre question m'embête. Je n'ai pas envie de choisir, je ne sais pas. Mais disons que là où je me suis senti le plus en paix avec moi-même, c'est quand je portais le badge des Nations Unies, que vous n'avez pas le droit de porter parce que vous n'êtes pas fonctionnaire des Nations Unies. Non, mais on le fait tous parce qu'on a l'amour. Par amour pour l'organisation. On a l'amour pour l'organisation. Mais quand j'ai mis le pins des Nations Unies, enfin quand le secrétaire général des Nations Unies m'a remis le pins, là j'étais en paix avec moi-même. Parce que, voilà, citoyen du monde, déjà ayant passé 20 ou 25 ans de ma vie à me battre pour les droits humains et l'humanitaire, j'ai été choisi pour représenter le monde, la communauté internationale, sur une scène humanitaire. J'avais regardé les autres, j'avais aidé les autres, mais j'avais, sauf le corridor humanitaire à Sarajevo, j'avais jamais dirigé une opération humanitaire. J'étais toujours avec Kouchner ou avec des médecins qui me disaient « T'es gentil, toi, mais tu restes derrière. Va négocier avec les Serbes et laisse-nous faire notre boulot d'humanitaire. » Et là, j'étais en charge. Donc, j'étais vraiment en paix avec moi-même. Donc, peut-être les Nations Unies pour ça, pour cette raison-là, pour ce qu'elles représentent. J'espère que vous avez compris. Pardon, hein, mais pour moi, c'est vraiment important. Si je suis là, c'est pour vous convaincre que plus le monde est compliqué, plus le monde va mal, moins on peut se passer des Nations Unies. Ou alors je reformule, moins on peut se passer du multilatéralisme. Et pour l'instant, le seul multilatéralisme légitime qu'on a, ce sont les Nations Unies.
Donc merci d'avoir choisi de vous y intéresser. Voilà, et comme on dit dans Astérix, engagez-vous pour les Nations Unies. On a besoin de ça. Ça va mal. Et quand ça va mal, il faut se battre. Au sens noble. Prochaine question. Bonjour. Je voudrais poser une question à propos du Conseil de sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il est inégalitaire et qu'il serait intéressant de le réformer puisque certaines décisions n'étaient pas toujours très bonnes et notamment à cause du droit de veto accordé à 5 États? Merci. La difficulté, c'est que vous avez raison, il faut le réformer, mais pas pour les raisons que vous donnez. Les Nations Unies, il ne faut jamais l'oublier, ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'organisation des vainqueurs de la guerre mondiale. À l'époque, il y avait, je crois, 50 pays ou 52 pays à San Francisco. Donc c'est une organisation, par ailleurs, pardon, c'est une organisation qui a été marquée dès son origine, donc par le poids des vainqueurs de la guerre, et par déjà la crainte d'une nouvelle guerre entre les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et la Russie stalinienne, l'URSS. Et donc la structure de l'organisation reflète cela. Le Conseil de sécurité, bon, sur 50 pays, il y en avait 9 au Conseil de sécurité, c'était quand même pas mal. On est passé à 15 après, évidemment. 9 sur 50 ou 52, ça faisait plus que 15 sur aujourd'hui 193. Je ne suis pas très bon en maths, mais enfin, on doit pouvoir dire ça. Hein. Il y avait deux objectifs. Le premier, c'était d'éviter ce qui s'était passé avec la Société des Nations, qui n'avait pas pu, créée en 1920, après la Première Guerre mondiale, qui n'avait pas pu empêcher la Deuxième. Pourquoi? Parce que l'Italie, enfin l'Allemagne nazie, puis l'Italie mussolinienne ont quitté la Société des Nations en disant vous voulez nous empêcher de faire ce que nous voulons, y compris la guerre, donc vous ne nous intéressez plus. Cette phrase terrible de Goebbels, hein, charbonnier maître chez lui, vous ne nous empêcherez pas de tuer nos juifs et nos communistes. Quelque chose comme ça. Ils sont partis. Et donc la première chose, c'était l'objectif des vainqueurs, et notamment des Occidentaux à l'époque, puisque le monde était très occidental, le monde constitué, à cause de la colonisation, c'était d'empêcher l'URSS de partir et de vivre sa vie dans la violence. Et puis la deuxième, c'était d'éviter le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Sur ces deux plans, le Conseil de sécurité a rempli son rôle. Les mutations du monde, je vais vite, hein, les mutations du monde, l'élargissement, la décolonisation, le développement du Sud fait qu'aujourd'hui, le contexte est évidemment complètement différent. Alors on dit qu'il faut que le Conseil de sécurité représente le monde. Non, ça c'est le rôle de l'Assemblée générale. Le Conseil de sécurité, il n'a pas vocation à représenter le monde, il a vocation à s'occuper de paix et de sécurité internationale. Ce n'est pas la même chose. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les décisions qu'il prend ou ne prend pas, à cause du fameux droit de veto qui est accordé aux 5, fait qu'il est délégitimé aux yeux de beaucoup et que du coup les Nations Unies sont délégitimées aux yeux de beaucoup. Pour cette raison, il faut changer tout ça. Il y a une commission qui travaille sur l'élargissement du Conseil de sécurité depuis 15 ans, je crois, maintenant, présidée par l'ambassadeur d'Afghanistan, c'est pas une blague. C'est lié au fait que l'Afghanistan est le premier pays membre par ordre alphabétique. Donc on a dit c'est toi qui présideras, il fallait un pays totalement neutre, un ambassadeur totalement neutre à l'époque. Pour élargir le Conseil de sécurité afin d'y mettre quoi? Pas forcément une représentation du monde, mais pour y mettre une représentation des pays qui ont la volonté et la capacité d'agir sur le plan de la paix et de la sécurité internationale. Pour la faire courte, on a beaucoup travaillé là-dessus. Les Français et les Anglais ont fait de très nombreuses propositions, notamment pour suspendre le recours au droit de veto, à défaut de le supprimer. Ça n'a pas été suivi ni par les Américains, les Russes et les Chinois, vous vous en doutez bien. Et pour élargir le nombre, et on considère qu'en gros, le nombre qu'il faudrait, ce serait en gros ce qu'on appelle le G20+, c'est-à-dire
20 à 25 pays qui représentent 80% de la population, de la surface, de la richesse, des armées, etc. C'est très difficile d'y parvenir parce que les 3 super grands, ou ce qu'il en reste, sont couchés en travers. Ils ne veulent pas d'élargissement du tout. Contrairement aux discours lénifiants, hein, là aussi, méfiez-vous des discours sur les Russes ou les Chinois qui vous expliquent qu'ils sont pour le multilatéralisme, oui, à condition d'avoir le droit de veto seul. Bonjour, je voulais savoir votre parcours et éventuellement les études que vous avez faites pour en arriver là aujourd'hui, s'il vous plaît. Votre parcours et vos études? Oui, bon, c'était il y a 100 ans. Je ne peux rien vous cacher, j'avais commencé les études de maths parce que je voulais être mathématicien. Et puis les grandes écoles, je me suis aperçu en classe préparatoire que ce n'était pas mon truc. Moi, la compète, ce n'était pas mon truc. Et donc, j'ai tout plaqué pour faire Sciences Po. Bon, c'était le Sciences Po de l'époque. Hein. Ça durait 3 ans seulement. On se marrait bien. C'était pas très longtemps après mai 68. Donc, l'esprit n'était pas tout à fait le même que maintenant. Donc, ça, j'ai adoré. Et puis, après, il fallait bien manger quand même. Donc, j'ai fait comme la moitié des élèves de Sciences Po. J'ai préparé l'ENA, que j'ai réussi la 2e ou la 3e fois, je me souviens plus très bien. Et là, le hasard a fait que, en première année de l'ENA, on devait faire un stage. Et on pouvait faire un stage sur le territoire français ou à l'étranger, à l'époque. Long, c'est-à-dire 9 mois d'expatriation. Et je me souviens, donc c'est vraiment le hasard. Moi, je voulais aller dans ma région. Je suis d'origine grenobloise, donc je voulais redescendre en Isère tranquillement pour pouvoir travailler au thé, faire du ski. Et ma femme de l'époque m'a dit, t'es complètement cinglé, on nous paye un an de vacances à l'étranger, on fonce. Je me suis retrouvé au Canada. C'était en 1977 ou 18, je ne sais plus trop, 18, puisque mon fils est né là. Et c'était l'époque où le Parti québécois indépendantiste avait pris le pouvoir au Québec. Donc c'était absolument passionnant pour un Français d'être en poste au Canada, à l'ambassade, à ce moment de déchirement, il faut être honnête, entre le Canada fédéral de Trudeau, pas celui-là, mais son père, pas celui aujourd'hui, mais son père, et les Québécois du parti de René Lévesque, le Parti québécois. Et j'ai découvert ce métier, et j'ai quitté le Canada en me disant, voilà, je veux faire ça. Après, voilà, je me suis battu pour sortir de l'ENA avec un rang qui me permettait de rentrer au Quai d'Orsay. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, ça aurait pu foirer, hein, mais j'avais négocié un poste parce que je travaillais en même temps à mi-temps au ministère de l'Éducation nationale, et donc j'avais négocié en douce un poste au service international du ministère de l'Éducation nationale en me disant si je sors mal de l'ENA, je pourrais toujours aller au ministère de l'Éducation nationale où je ferais de l'international. Ce que je voulais, c'était partir. Bonsoir. En tant que représentante des États-Unis dans le comité UNESCO, on m'a souvent reproché d'être pro-israélienne, ce qui a parfois été compliqué dans les alliances ou pour les débats. Du coup, je voudrais savoir quelle est votre opinion sur la question israélo-palestinienne et notamment sur la façon dont les Nations Unies gèrent la crise. Merci. Question facile. Non, mais je pense que vous avez raison et je vais probablement vous décevoir dans ma réponse. On peut parler de la question israélo-palestinienne. Ce n'est pas la même chose que de parler des événements de Gaza aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est en cause, ce n'est pas le processus de paix au Proche-Orient, comme on l'appelle aux Nations Unies. C'est une guerre entre Israël et le Hamas, ou plutôt entre le Hamas et Israël. Le Hamas qui a déclaré la guerre à Israël. Donc là, il ne faut pas chercher midi à 14h quand on défend le droit international, les Nations Unies et les droits humains. J'espère que je ne choquerai personne, en tout cas j'assume, je l'ai dit dans les médias. Ce qui s'est passé le 7 octobre est une abomination. Et il ne faut jamais l'oublier. C'est probablement de l'ordre des pogroms qu'on a connus en Europe orientale avant la guerre, et c'est probablement le pire événement antisémite depuis la Shoah. La barbarie à l'état pur. La barbarie à l'état pur. Hein. Enlever et assassiner des bébés de 6 mois, ça ne porte pas d'autre nom. Voilà. Point 1. Point 2, le droit d'Israël à se défendre est incontestable en droit international.
3, la conduite de la guerre contre le Hamas par Israël pose question, c'est le moins qu'on puisse dire. Les violations du droit international sont pour moi évidentes, les violations notamment du droit humanitaire. Moi, j'ai déjà dit il y a plus de 6 mois, mais comme je ne suis pas très connu, personne ne l'a entendu, mais j'ai dit sur les plateaux de LCI, je crois, que j'espérais que le procureur de la Cour pénale internationale allait se réveiller et ouvrir une enquête à la fois contre les responsables du Hamas, mais les responsables personnellement, hein, pas comme on l'a fait pour Poutine, et les responsables des événements tragiques de la conduite de la guerre par Israël, ceux qui sont responsables de cette conduite-là de la guerre. Parce qu'on ne peut pas condamner tous les peuples. On ne peut pas plus condamner tous les Israéliens pour ce que font les généraux israéliens qu'on ne peut condamner tous les Palestiniens pour ce que fait le Hamas. Donc pour moi, les choses sont claires, simples. Et évidemment, ce qui s'annoncerait à Rafah serait épouvantable. Ça, c'est pour ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas disserter pendant des heures, de mon point de vue. Il faut dire les choses clairement et simplement. Il ne s'agit pas de choisir son camp, ça n'aurait pas de sens face à ce qui se passe, à ce qui s'est passé et à ce qui se passe aujourd'hui. Le processus de paix au Proche-Orient, et vous le voyez bien, est la première victime de tout ça. Et les vrais vainqueurs sont les puissances qui ont armé, financé et déclenché l'action du Hamas. Je n'ai pas besoin de désigner le coupable. Vous le connaissez aussi bien que moi. Ceux qui ne voulaient pas du processus de paix. Ceux qui ne voulaient pas des accords d'Abraham. La faiblesse de l'autorité palestinienne à Ramallah. Sa compromission, la corruption du gouvernement, moi je les ai vus plusieurs fois, comme beaucoup de gens, fait que ça a découragé beaucoup la communauté internationale depuis les accords d'Oslo de leur apporter le soutien dont ils avaient besoin. Et puis en plus, on a... pardon, j'ai l'air de tout mélanger, mais c'est ça la vie internationale. C'est un peu de tout ça qui fait les circonstances et qui fait le contexte actuel. On a un Premier ministre israélien qui, le jour où il cessera d'être Premier ministre, parce qu'Israël est une démocratie, ira probablement en prison. Donc il s'accroche au pouvoir. Et avec ce qu'il fait aujourd'hui à Gaza, il est en train de tuer la perspective d'un État palestinien. Donc il y a une conjonction de tous ceux qui ne voulaient pas du processus de paix. Alors tout le monde me dit, les 2 États, c'est pas raisonnable. Vous avez une autre idée? Moi pas. Il y a des Israéliens qui ont joué avec l'idée, comme vous le savez, avec les Jordaniens, de créer un État palestinien actuellement sur la rive droite, ou la rive gauche d'ailleurs, je me trompe, c'est dans l'autre sens je crois, la rive gauche, ça n'a pas de sens. La Palestine, le plan de partage de la Palestine, c'est ce qu'on appelle la Cisjordanie, aux Nations Unies en tout cas, et Gaza. Et donc, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il y a des hommes courageux, Rabin, Arafat, Shimon Peres, version numéro 1, qui ont signé les accords d'Oslo. Ils ont reçu le prix Nobel de la paix. Et puis tout ça est parti en quenouille. Il n'y a plus eu un chef d'État et plus un dirigeant de l'organisation de l'autorité palestinienne capable de défendre la paix. En plus, en Israël, il n'y a plus de camp de la paix, comme vous le savez, quasiment, on les entend quasiment plus. Maintenant, ça y est, quand même, heureusement, ils se sont réveillés. Et en Palestine, le Hamas, qui est une organisation terroriste militaire, comme vous le savez, a écrasé toute possibilité d'opposition à Gaza, en tout cas. Donc voilà, c'est cette complexité-là qu'il va falloir résoudre. Moi, je pense qu'il faut qu'aux Nations Unies, en tout cas l'Europe, doit revenir sans arrêt à l'idée qu'il n'y a pas d'alternative aux accords d'Oslo et à la création de 2 États, palestiniens et israéliens. Merci pour cette position claire. Question suivante, on va arriver à la fin des questions. Il y avait aussi une question au premier rang d'une professeure, si vous pouvez, avec les micros. Il y avait quelqu'un devant là. Oui. Ça fait 3 fois que vous refusez. Bonjour. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour ce que vous partagez avec nous aujourd'hui. C'est extrêmement enrichissant.
Et ensuite, j'aimerais savoir quel serait le conseil que vous donneriez à un lycéen, à une lycéenne qui souhaiterait devenir diplomate. Voilà, merci beaucoup. C'est compliqué, alors je vais être obligé de dire un tout petit peu de mal des autorités françaises. La question se posera s'il reste encore un Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a perdu 50% de ses effectifs en 30 ans. C'est le seul ministère qui s'est arrivé. Et son budget, n'en parlons plus, c'est l'épaisseur du trait. La France est un grand pays, une grande puissance. Vous voulez tous défendre cette grande puissance. La France a un message universel, vous en êtes tous convaincus. Vous savez combien il y a de gens qui travaillent dans le dispositif français à l'étranger, tout compris. Les diplomates, les culturels, les militaires, les gens du ministère des Finances, du ministère de l'Intérieur, en tout. 13 000. C'est moins que les employés de la mairie de Rouen. Avant, je disais Le Havre, mais comme le Premier ministre a changé, ça... C'est pas des blagues, hein, vous pouvez vérifier. Il y a plus d'agents payés par la mairie de Rouen que par l'État pour défendre les intérêts de la France à l'étranger. Et sur ces 13 000 personnes, il y a 6 000 diplomates, 6 000 membres du Quai d'Orsay. Ils sont minoritaires. Et sur ces 6 000 membres du Quai d'Orsay, il n'y a que 260 chefs de poste. Vous voyez que les ambassadeurs sont loin de constituer une armée. Puisque la plupart des agents du Quai d'Orsay sont souvent des contractuels. Ce qui est très bien, parce qu'il faut des spécialistes. Quand on est en Chine, c'est quand même pas mal d'avoir des gens qui parlent chinois ou qui connaissent la culture chinoise. Donc, le ministère dépérit. Et en plus, on a supprimé les concours d'accès direct au Quai d'Orsay en supprimant l'ENA. Moi, supprimer l'ENA pour la transformer par une école interministérielle de formation professionnelle, je suis pour. Je n'ai pas d'état d'âme avec ça. Mais je pense qu'il y a des métiers dans lesquels on devrait, ou des vies, ou des secteurs dans lesquels on doit garder des spécificités. Ce qui fait l'essence d'un diplomate, ce n'est pas forcément la formation, c'est la vie qu'il mène. On apprend sur le terrain. Ça ne s'apprend pas dans les bureaux, la diplomatie. Ça s'apprend dans les négociations, ça s'apprend aux Nations Unies, ça s'apprend en Turquie, en Grèce, au Liban, au Brésil, au Kenya, en Algérie, etc. Et donc, ce qui est terrible dans cette idée de mélanger tout le monde, c'est que la réalité, c'est qui va vouloir aller au Quai d'Orsay? Ceux qui ont une chance, parce qu'ils connaissent le président ou le Premier ministre ou le ministre, d'aller comme consul général à Los Angeles, ça se bouscule, ou d'être ambassadeur à Londres ou à Rome, ça se bouscule. Pour être ambassadeur au Yémen, il y a moins de monde. Hein. Donc, c'est un problème. Alors, face à la bronca, aux grèves, ce qui est assez rare pour des diplomates, le gouvernement a rétabli le concours, pour revenir à votre question, a rétabli le concours d'accès au corps des conseillers, enfin, via le corps des concours spécialisés Orient, dit Orient, pour devenir administrateur de l'État au même titre que tous les autres, c'est-à-dire les gens qui sont spécialistes soit de langue et de civilisation, soit d'Europe et d'Europe centrale. Il y a l'Allemagne, il y a l'allemand, il y a les langues d'Europe centrale et slave. Il y a la Chine, le Japon, l'Iran, le Farsi, le Swahili, etc. Toute une série de langues. Alors, de même, vous avez... Donc ça, c'est une des voies d'accès, mais vous avez, je ne sais pas, c'est 5 ou 10 postes par an au recrutement. Et encore, ça va dépendre du budget qu'on y consacrera. L'autre voie qui est intéressante, c'est les anciennes langues qu'on appelle aujourd'hui... l'INALCO, l'Institut national des je sais pas quoi et des langues je sais pas quoi et orientales, qui forment précisément des spécialistes en langue et en culture étrangère. Et là, il y a des gens extraordinaires. Et donc, je pense que ce sont les deux... Tout ce qui touche aux langues et civilisations, que ce soit à l'université ou à l'INALCO, sont les... Et puis, évidemment, il y a Sciences Po, bien sûr que j'oublie, qui est une voie intéressante pour devenir diplomate. Mais encore une fois, si vous voulez vivre cette expérience, vous n'êtes pas obligé d'être diplomate. Encore une fois, vous pouvez être culturel, vous pouvez être sportif, vous pouvez faire plein de choses pour être à l'étranger. Mais je vous encourage quand même certains à devenir diplomate, même si c'est un métier pas toujours aussi facile qu'on le croit. Alors, je vous propose de prendre la dernière question au premier rang, donc, parce que vous avez beaucoup attendu. Donc. Thank you. Je me permets de continuer en anglais, ce qui est ma langue maternelle. If you don't mind, I'll speak in English.
as an expatriate in France, I wonder if you could tell us what you think the future of the European Union is. Donc l'avenir, j'ai posé une question sur l'avenir de l'Union européenne en tant que Britannique expatrié, professeur d'histoire, histoire géo et politique. Je peux répondre en français quand même. Sinon, je vous inflige mon anglais. Moi, je fais partie des gens qui, évidemment, ont regretté le Brexit, mais qui le respectent. On verra ce qui se passe, mais j'ai à peu près compris que le parti qui est donné favori dans les sondages a une position que je trouve très, très bonne à ce stade. On ne va pas renégocier le Brexit, on ne va pas recommencer le cirque, mais on va tout faire pour se rapprocher de l'Union européenne. Pourquoi? Et là, je réponds en tant que Français. Parce que pour nous, le Royaume-Uni, c'est un partenaire fondamental. D'abord, ce que tout le monde a oublié, c'est que le Brexit est une catastrophe pour la France, qui avait un commerce florissant avec le Royaume-Uni, ce que tout le monde a oublié. Bon, alors on a récupéré quelques banques de la City, très bien, on a battu Amsterdam et Francfort, ça rend les Français très fiers, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Du point de vue d'un diplomate, d'abord, le Royaume-Uni, comme la France, c'est un des membres du Club des 5, puissance nucléaire. C'est aussi, et c'est presque plus important, le seul pays européen avec la France qui a des capacités de projection à l'étranger en termes militaires et qui n'hésite pas à les utiliser. Donc je vais vous surprendre, mais en tant qu'ambassadeur de France à l'étranger et notamment auprès des Nations Unies, l'ambassadeur pour moi le plus important, c'était pas l'allemand, c'était l'anglais, enfin pardon, le britannique. Parce que c'était notre partenaire au Conseil de sécurité. 70% des résolutions déposées, à l'époque où j'y étais, alors avec tout ce qui s'est passé depuis, ça a dû changer, des résolutions déposées au Conseil de sécurité concernaient des conflits en Afrique, presque toutes d'origine franco-britannique, sur la lutte contre le terrorisme, les interventions humanitaires, etc., etc. Nous avons une compréhension. Quand j'étais au cabinet de Lionel Jospin, on a voulu créer enfin cette Europe de la défense. Et le jour où on a vu, soyons clairs, British Aerospace se rapprochait de Daimler-Benz, je crois, on a dit non, là, il y a un truc qui ne va pas. En tout cas, quand on est français, on ne peut pas faire ça. Alors, on est allé voir les Anglais et on a dit non, attendez, bon, c'est ensemble qu'on va faire ça. Et on a fait le sommet de Saint-Malo, décembre 98. Tout le monde rigolait. Souvenez-vous, Napoléon, les vieilles querelles, Eh bien, ça a marché. Parce que c'est la France et le Royaume-Uni qui ont créé l'Europe de la défense, immédiatement soutenue, bien sûr, par les Allemands, les Italiens, les Espagnols et des plus petits pays très importants en matière de défense, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande, la Suède, qui sont des pays qui n'hésitent pas à s'engager. La Finlande en matière de maintien de la paix. Bon. Donc pour moi, dès le Brexit, j'ai dit mais il faut évidemment continuer à travailler avec le Royaume-Uni. Il n'y aura pas d'Europe, on ne passera pas de l'Europe de la défense à la défense européenne sans les Britanniques, ça n'a pas de sens. Et puis le poids des Britanniques au sein de l'OTAN avec la France est tel que pour peser sur les États-Unis, vous pouvez toujours essayer quand on est français seul. Hein. Si on n'y va pas avec les Britanniques, on n'a aucune chance de peser sur les Américains. Voilà, donc ça c'est ma réponse sur le plan économique, culturel. Pour moi, c'est une évidence aussi. Alors pour la deuxième partie de la question, pardon, mais elle est fondamentale. La question, c'est pas quel est l'avenir de l'Europe pour nous. La question, c'est avons-nous un autre avenir que l'Europe? Regardez, pardon, mais regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni depuis le Brexit. Hein, et la capacité d'influence du Royaume-Uni dans le monde. Et sur le plan économique. Bon, ça doit faire réfléchir quand même. Vous pensez vraiment que nos surplus agricoles, on va les vendre à qui? À nous-mêmes? Bon, enfin, c'est pas seulement ça l'Europe. L'autonomie stratégique de l'Europe. Pardon, mais j'insiste pour finir là-dessus, je crois que c'est important. Ce concept d'autonomie stratégique, qui prend tout son sens quand vous écoutez les discours de Trump, quand vous voyez la guerre en Ukraine, quand vous voyez la guerre à Gaza, quand vous voyez les conflits en Afrique, le changement climatique, les épidémies. Pardon, c'est pas gai tout ça. La seule chance de la France, du Royaume-Uni pour moi, de l'Europe, c'est l'Europe
Qui peut s'imaginer qu'on va s'en sortir tout seul? Dernier point, c'est important. On disait, vous savez, il y a des pays émergents. Ben, figurez-vous qu'il s'est passé un truc bizarre, ils ont émergé, ça fait longtemps déjà. Il n'y a plus 3 superpuissances. Il y a 3 grandes puissances qui ne sont plus des superpuissances. Et il y a 10, 15 pays qui existent, qui veulent peser sur la scène internationale, qui changent d'alliance en fonction des événements et des sujets. Pensez à l'Inde, à la Chine, au Brésil, à l'Argentine, au Kenya, à l'Algérie, à l'Égypte, je peux tous les citer, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam. Tout ça, c'est des pays qui aujourd'hui comptent, l'Afrique du Sud bien sûr. Et ces pays-là, qui va être à leur hauteur? La France toute seule? On va peser face aux Indiens. Les Indonésiens, la plus grande démocratie du monde, dit-on, après l'Inde. Hein, ils votent d'ailleurs aujourd'hui, demain, 220 millions d'habitants. Mais on n'existera que si on a cette Europe autonome sur le plan politique, militaire, économique, financier, technologique, alimentaire, sanitaire, etc., etc. Voilà pour moi quel est l'avenir. Et je pense que c'est une chance, dans un monde de plus en plus complexe, où il y a de moins en moins d'organisations qui font l'unanimité, c'est une chance colossale pour les Européens d'avoir l'Europe. Et j'espère qu'ils vont se réveiller, les Français, et s'en rendre compte avant les élections de mai ou de juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau plaidoyer pour une Europe forte, pesée par l'Europe. Donc on l'a bien compris, vous encouragez tous les lycéens à voyager, s'ouvrir au monde, défendre le multilatéralisme, conviction très importante. Est-ce que vous avez un tout dernier mot, très rapide, à leur adresser en cette fin de conférence? Merci, et merci d'avoir osé la question difficile que personne ne voulait poser. Non, je ne vous incite pas au voyage, je vous incite à la rencontre. Allez à la rencontre des autres, vous verrez, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. On va vous demander tous, s'il vous plaît, de rester assis. Merci beaucoup. On va juste sortir avec l'invité, après on vous appellera par comité, je pense, pour sortir. Merci beaucoup de votre attention. Merci.